De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 14 septembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end. Merci d'être là, à la fois sur rmc.fr et sur 01net TV et sur YouTube aussi, bien sûr. Vous pouvez retrouver De quoi je me mail en vidéo. Au menu de ce De quoi je me mail tout à l'heure, Victor Jakimovic, dont ce sera le grand retour, viendra avec, vous verrez, un appareil étonnant qui vous permet de savoir si on brouille, par exemple, tous les objets domotiques de votre maison. Vous savez qu'on peut aujourd'hui cambrioler une maison, voler une voiture simplement avec des brouilleurs. Eh bien, il existe un appareil qui permet justement de savoir si on est en train de vous brouiller. C'est entre autres l'un des gadgets que Victor a découvert pour vous. Et puis, il y aura une petite sélection sympathique aussi, ce sera dans quelques minutes. Merci de nous suivre, à la fois sur Twitter avec le hashtag DQJMM, mais aussi sur Facebook, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Pour débuter, c'est le club de la presse IT avec à ma gauche, Rafi Aladjian. Bonjour Rafi. Bonjour. Entrepreneur multirécidiviste, vous verrez, c'est écrit, c'est un peu comme le port salut, juste sur votre écran. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis Eric Le Bourlou est là aussi. Bonjour Eric. Salut. Rédacteur en chef de 01net.com, multirécidiviste aussi, on peut le dire, hein, quand même. Oui, on peut dire ça. Puisqu'il est emprisonné en plus dans cette rédaction. 01net.com, le premier site d'actualité high-tech. Bon, les amis, on va évoquer quand même l'actualité chaude de cette semaine. Difficile de passer à côté quand même de la keynote d'Apple. Eric. Oui. Avec ces nouveaux iPhones qu'on attendait, cette nouvelle Apple Watch aussi qu'on attendait peut-être un peu moins, mais qui a été révélée. Ouais. Voilà, plutôt une bonne surprise. On va dire que c'est pas la keynote des grands jours. Hein. Apple déroule, on va dire. Oui, c'est ça. C'est déjà, on s'attendait effectivement aux nouveaux iPhones puisqu'ils avaient été tous fuités avant. Alors, c'est vrai que le culte du secret chez Apple a du plomb dans l'aile quand même, puisque on savait tout de ces iPhones, peut-être à part leur nom qu'on a su la dernière minute, mais quand même, avant la keynote. Avec pas mal de petites bourdes en plus du côté d'Apple. Ils ont balancé des trucs avant, enfin ils les ont retirés. Il y a eu quelques maladresses aussi. Oui, comme ça leur arrive souvent, puisqu'on se demande s'ils ont parfois peut-être des problèmes dans la conception de leur site web, puisqu'ils avaient effectivement laissé sur leur site tous les noms de leurs iPhones avant la keynote, donc ça a permis à tout le monde de connaître les noms. Oui, alors donc 3 nouveaux iPhones. Alors effectivement, comme tu le dis, François, c'est ce qu'on a pu, la surprise de l'année dernière avec l'iPhone 10. Là, c'est une année en S, comme on dit. Donc, c'est une année où Apple en fait peaufine le smartphone de l'année dernière pour en faire une version plus évoluée. Oui, l'année en S, c'est un peu l'année, j'allais dire chiante. Non, mais un petit peu, si on peut peut-être dire ça. Ouais. C'est l'année en S, voilà, c'est une mise à jour en fait des produits existants. Exactement. Cela dit, pas tout à fait, puisqu'il y en a eu un nouveau aussi. Il y en a un nouveau, effectivement. Donc il y a l'iPhone XS. Alors on pourra parler du naming chez Apple qui commence un petit peu aussi à être étrange. Mais donc on a donc l'iPhone 10S, pardon, parce qu'il ne faut pas dire XS, même si quand on le voit, on a envie de dire XS. Mais c'est bien l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max qui ont été présentés. Donc, ce sont les successeurs de l'iPhone 10 et ce qui est l'iPhone 10S est, on va dire, complètement similaire l'iPhone 10 de l'année dernière, mis à part un processeur qui a évolué. Donc Apple n'a pas cessé de nous dire qu'il était génial, qu'il était super, qu'il était bien plus puissant que le précédent. C'est la puce A12 Bionic. Mais on attend de voir, il faudra qu'on le teste. Là, Pierre Fontaine, qui était pour nous à Cupertino, va récupérer les téléphones. Donc on va pouvoir les tester pour voir si ce processeur est effectivement plus performant. Là, hein, il est de retour sur Paris. Tout à fait. Non, ce qui est plus surprenant, c'est l'iPhone 10S Max. J'ai du mal à le dire, mais c'est un téléphone qui est évidemment plus cher et plus grand. Et c'est le plus grand iPhone jamais produit par Apple, puisqu'il fait 6,5 pouces, ce qui commence à être assez impressionnant. Mais il profite en fait des nouveaux écrans edge-to-edge, borderless, pour avoir quand même un encombrement assez réduit qui équivaut à celui de l'iPhone 8 Plus, donc des grands iPhones précédents, mais avec un écran plus grand. Et évidemment plus cher, puisque j'ai pas dit les prix. L'iPhone 10S reste au prix de l'année dernière, c'est-à-dire 1 159 € quand même. Et l'iPhone 10S Max... Vous avez 64 Go de stockage, pour ce prix-là. Ouais. Hein. Donc vous n'êtes pas Royal au bar. Hein.
Non, c'est que 64. Oui, Voilà, c'est ça. D'ailleurs, nouveauté aussi, maintenant les iPhones montent jusqu'à 512 Go de stockage, mais là, par contre, effectivement, il faut sortir le portefeuille, puisque l'iPhone 10S Max à 512, c'est 1559 € quand même. Et l'iPhone 10S Max commence à 1259 €, donc c'est encore plus cher que le, Donc le grand haut de gamme modèle précédent, Ouais. à 64 Go, et monte jusqu'à 1659 € pour la version 512 Go. Voilà. Donc ça, c'est les deux, on va dire, les deux mises à jour. Enfin, le 10S qui a été mis à jour par rapport au 10 et le 10S Max qui est un nouveau modèle. Exactement. Et puis, autre nouveauté. Nouveauté, Alors, et c'est sans doute qui avait fuité. qui avait aussi. fuité, effectivement, c'est l'iPhone 10R. On ne sait pas trop à quoi correspond le R d'ailleurs, hein, pas trop compris, mais qui va être sans doute celui qui va beaucoup se vendre puisqu'il est moins cher quand même, hein, il est moins cher. C'est un iPhone qui ressemble. 200, 300 €, c'est ça? Il est à partir de 859 €. Ah oui. Voilà. Hein, c'est ça. Oui. Donc quand je dis moins cher, L'iPhone moins cher, il est à 859 quand même. voilà, ça faut quand même sortir pas mal de billets. Et ce qui est intéressant quand même dans ce téléphone, c'est qu'il a à peu près tout ce qu'ont les iPhone 10S et 10S Max, sauf qu'il a un écran LCD et non un écran OLED. Donc effectivement, il a moins de contraste, etc. Mais d'après Pierre, il a déjà un très bel écran. Il n'est pas Full HD d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Je ne peux pas te confirmer ça. Je n'ai pas sa résolution en tête. Mais en tout cas, oui, par contre, ils ont appelé ça le Liquid Retina parce qu'ils ont toujours des noms marketing très très intéressants pour montrer que c'est pas un écran LCD comme les autres, c'est un Liquid Retina. Apple dit que c'est le meilleur écran LCD jamais conçu. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. On essaiera nous de notre côté. Et puis il y a d'autres experts des écrans, je pense, qui se feront un plaisir de tester ça. Et cet iPhone XR, donc i10R, pardon, ce qu'il a effectivement, il a donc outre son écran qui n'est pas OLED, il n'a qu'un seul capteur photo. Plutôt que deux. C'est pas sûr que ce soit un grand drame en vrai, puisque presque tout ce qu'on a entendu dans cette keynote, effectivement, maintenant pour Apple, la photo, c'est avant tout des améliorations logicielles. C'est là-dessus qu'ils ont beaucoup joué, et notamment des améliorations grâce à la puce A12 Bionic qui est également dans cet iPhone 10R. Donc techniquement, il n'y a pas une énorme différence à part l'écran et l'absence de double capteur sur cet iPhone 10R qui risque d'être sans doute l'iPhone le plus vendu de la nouvelle génération. Voilà. Alors il commence à 859 € avec 64 Go de data, voilà. De stockage. Alors après, là il n'y a pas de version 512 par contre, ça s'arrête à 256 et c'est jusqu'à 1029 € pour la version 256. Voilà, l'écran fait 6,1 pouces. 6,1 pouces, donc il est plus grand que l'écran est plus grand que l'iPhone. Plus de Touch ID. Là on abandonne dans ce nouveau design les Touch ID, c'est-à-dire qu'on ne déverrouille plus son téléphone avec le doigt, mais donc c'est le Face ID qui se généralise chez Apple. Exactement. Visiblement, c'est leur nouveau système biométrique. Oui, ça il l'avait dit de toute façon. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça va marcher. Et donc Touch ID disparaît. Et il y a un autre truc qui disparaît quand même, mais c'est assez intéressant sur le 10R, c'est le 3D Touch, cette pression, cette fonctionnalité qui permet d'appuyer un peu plus fort sur l'écran pour avoir des menus contextuels supplémentaires. Elle disparaît au profit simplement d'un retour haptique plus simple qui est déjà utilisé dans pas mal de téléphones Android. Donc sans doute pour des raisons de coût, ils ont abandonné cette technologie sur ce téléphone. Mais c'est intéressant de voir que 3D Touch, qui avait été annoncé comme un truc révolutionnaire il y a quelques années, aujourd'hui disparaît. C'est un peu un flop finalement. Ouais, il y a des gens qui l'utilisent, mais ça n'a pas été une révolution dans les usages du tout. Voilà. Rafi, ces 3 nouveaux iPhones. Alors j'imagine que tu as suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. Non. Comme ça au moins, c'est clair. Merci, Rafi. Non, parce que ce qui est intéressant dans ces nouveaux iPhones, c'est que globalement, on a du mal à s'exciter beaucoup sur cette génération-là d'iPhone. On a l'impression que les années en S et les années où le produit est conçu pour toucher le mainstream. Donc une année où on introduit un nouvel iPhone pour les early adopters qui vont acheter un produit plutôt imparfait, etc. Et l'année suivante, on va corriger les erreurs et le sortir de manière mainstream et enfoncer le clou, notamment la disparition du Touch ID. Et ça, à part ça, ce qui est intéressant, c'est précisément le fait qu'il y ait
Intéressant. Rien d'intéressant. Enfin, Mais... si, on pourrait essayer dans les coins de trouver des choses parce que c'est Apple. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est quand même que les ventes de smartphones baissent, que Apple le compense en faisant des téléphones encore plus chers. Mais bon, on commence à épuiser le sujet. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que globalement, il commence à être urgent de penser à l'après-smartphone. On arrive à la fin de l'histoire du smartphone, donc ils pourront peut-être faire des smartphones à 2 000 €, 3 000 € un jour pour compenser la baisse de revenus, mais il devient urgent de trouver autre chose. Et c'est là qu'on tombe sur l'autre partie de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire... Alors juste avant qu'on parle de l'Apple Watch, parce qu'on va l'évoquer dans un instant, le futur du smartphone, c'est toujours ça, à ton avis, Rafi, un écran qu'on va tenir dans la main. On voit que Samsung travaille par exemple sur des écrans flexibles et qu'on devrait avoir un nouveau téléphone Samsung avec un écran flexible. Est-ce que ça a du sens à ton avis? Est-ce que c'est encore du marketing pour essayer de se distinguer de cette concurrence acharnée? Je pense que c'est une erreur de définir la suite du smartphone par de l'appareil. C'est que là, on est dans une génération où on accède à l'information sur un appareil qu'on utilise de temps en temps. Quelle que soit la fréquence à laquelle on l'utilise, le smartphone, on ne l'a pas devant sa tête en permanence. Donc ça reste un usage sporadique, très fréquent, mais sporadique. Voilà, très fréquent quand même. Hein. Il y a des études qui montrent qu'on tient son téléphone, on le consulte plusieurs centaines de fois par jour. Oui. C'est impressionnant. Hein. Oui, mais malgré tout, c'est pas tout le temps. On est d'accord. Oui. Donc l'étape d'après, c'est l'étape de cette permanence, c'est-à-dire que d'augmenter encore plus cette fréquence de consultation. Et là où les wearables étaient censés nous faire passer à cette génération suivante, jusqu'à présent, personne, ni même Apple, a réussi à résoudre ce problème. Donc, je ne pense pas qu'il faille parler de l'avenir du smartphone. Il faut parler de l'avenir de l'appareil qu'on va avoir tout le temps sur soi et qui va nous permettre de communiquer, d'avoir accès à de la data. Ils y travaillent, à ton avis? Ils imaginent déjà on va dire le wearable du futur qui pourrait remplacer le smartphone? Oui, il y a plusieurs pistes actuellement. Bon, il y a celle qui est un peu grillée, qui est celle du wearable type montre, et on va en parler probablement sur l'Apple Watch. Il y a tous ceux qui travaillent autour des lunettes et de la réalité augmentée permanente, qui est une espèce de Graal permanent. Il y a cette catégorie qui commence à émerger et que je trouve particulièrement intéressante, qui sont les hearables, qui sont l'approche beaucoup plus pragmatique. Faire des lunettes, c'est très difficile et on n'y est pas du tout, alors que faire des versions enrichies des AirPods et des casques que tout le monde a déjà sur les oreilles. Quand on regarde dans le métro, il y a 2 personnes sur 3 a déjà des casques sur les oreilles. Si on peut lier ça à de la commande vocale, etc., ce qu'on arrive à faire sur les haut-parleurs communicants, il y a déjà peut-être une piste de ce côté-là, d'avoir un outil accessible en permanence pour l'information. Et puis au-delà de ça, il y a les interfaces neuronales, mais ça c'est dans très 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 longtemps. Je ne veux pas être le premier à tester les interfaces neuronales, hein. Je passe mon tour, pas de souci. Mais en tout cas, c'est sûr qu'Apple effectivement travaille via les AirPods à déjà des objets communiquant à l'oreille et des lunettes, où je ne sais pas quelle forme ça prendra en tout cas, mais ils ont acquis plusieurs entreprises dans le domaine de la réalité augmentée et d'ailleurs qui existent déjà en partie sur les terminaux aujourd'hui, même si c'est pas très pratique de l'utiliser, mais ils travaillent sur des technologies pour effectivement inventer demain un nouvel appareil qui nous permettra de consulter plus régulièrement effectivement Internet. Et c'est extrêmement stratégique parce qu'aujourd'hui Apple, qui était une société mineure de l'environnement technologique, un jour il y a eu un changement de paradigme, ils ont découvert l'iPhone et ils sont devenus les maîtres du monde. Ouais. Celui qui arrive à faire la génération d'après d'objets qui est indispensable, qui occupe le terrain, etc., devient le prochain maître du monde. Donc si Apple rate cette marche-là, il devient Microsoft. C'est toujours présent, toujours très gros, etc., mais un truc un peu ringard.
Bon, je crois qu'on a tout dit concernant ces smartphones. C'est vrai qu'on voit qu'Apple patine un petit peu en termes d'innovation. Hein. Ouais, après, je pense que c'est pas la première année où on dit ça. Ouais, c'est vrai que, effectivement, comme le dit Rafi, eh ben, le smartphone arrive aussi à un espèce de palier. C'est vrai qu'il est plus dur d'innover aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et il y a quand même quelques trucs qui sont intéressants. Ces iPhones, moi, ce qui m'a le plus intéressé, sans doute, c'est l'apparition de la double SIM. Et surtout d'une micro SIM qui pourra un jour peut-être nous débarrasser de cette petite carte alors micro-SIM, la l'eSIM. eSIM, je me trompe, de l'eSIM, donc effectivement la carte SIM intégrée au téléphone qui permettra un jour effectivement de débarrasser de la carte SIM et de nous permettre plus facilement sans doute de passer d'un opérateur à un autre, notamment quand on voyage à l'étranger. Encore faut-il que les opérateurs acceptent ce type de choses, parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine tension concernant les opérateurs avec l'eSIM. Est-ce que tu sais pourquoi, Rafi? Pourquoi les opérateurs ne veulent pas d'eSIM sur tous ces appareils? C'est pour des raisons évidentes, parce que ça rend le changement d'opérateur très beaucoup facile. Plus simple, ouais. Ah oui, parce que là, on n'est plus obligé d'aller acheter Exactement, une carte SIM. La carte SIM est intégrée au téléphone, elle est virtuelle en fait. Donc du coup, vous pouvez changer d'opérateur quand vous voulez. Et c'est effectivement très pratique. Mais de voir qu'un acteur comme Apple va intégrer une eSIM dans tous ses nouveaux téléphones, ça va peut-être un petit peu forcer la main aux opérateurs qui vont vouloir innover peut-être en proposant un service plus simple. Donc en tout cas ça c'est assez intéressant, même si c'est pas une nouveauté, hein. C'est pas Apple qui a lancé ça, et encore une fois ça existe déjà sur d'autres appareils, notamment le Pixel 2 de Google. Qu'Apple s'y mette, c'est quand même un signe fort. Voilà, on peut imaginer que les smartphones du futur seront tous double SIM. Et qu'on n'aurait plus besoin d'utiliser ces petits outils qui sont livrés avec vos smartphones pour enlever la carte SIM, remettre la carte SIM. Vous n'aurez plus qu'à vous abonner directement avec votre téléphone et ce sera beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi le fait que Apple acte. On n'est plus obligé aujourd'hui d'avoir 2 téléphones pour avoir 2 lignes de téléphone. Je veux dire, avant, non. On voyait beaucoup de gens qui avaient 2 iPhones avec 2 lignes différentes. Là, malgré tout, c'est un manque à gagner pour Apple, parce que, mine de rien, on a une double SIM dans un même appareil. Je pense que là, les Suisses sont un petit peu obligés de suivre le marché, notamment chinois, puisque d'ailleurs, il y aura une version spéciale des nouveaux iPhones en Chine avec cette fois-ci 2 SIM physiques, parce que c'est une grosse demande là-bas, et que beaucoup de téléphones Android le font, et que c'est effectivement bien pratique de pouvoir avoir 2 lignes sur son téléphone. Là, ils étaient un petit peu à la bourre. Voilà, on va voir comment les opérateurs réagissent face à cette. Et d'ailleurs, il n'y a pas pour l'instant d'annonce en France d'opérateurs. Rien du tout. Vous avez remarqué, il n'y a rien du tout. Aucun opérateur n'a réagi là-dessus. En même temps, c'est un peu triste la disparition de la carte SIM, parce que quand même, c'est une fierté française. C'est vrai, tu as raison. Et on devrait un peu défendre. Mais cela dit, je crois qu'il reste encore un petit peu de France dans l'eSIM, parce que les brevets, une partie des brevets sont français, et que Gemalto, pour ne pas les citer, qui est le fournisseur de cartes SIM dans le monde, garde encore on va dire la propriété intellectuelle de l'eSIM, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, la carte SIM ne va pas complètement disparaître. Deuxième nouveauté donc de cette keynote Apple. On va en parler parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'était l'Apple Watch. Oui, c'est l'Apple Watch Series 4, la 4e itération de la montre connectée d'Apple, qui est effectivement qui déjà physiquement elle change un peu. Elle a notamment un écran beaucoup plus grand, un peu plus grand, ça se remarque vraiment quand on voit le produit, et surtout elle a effectivement un nouveau processeur, donc là pour le coup dédié au wearable, qui s'appelle le S4, et qui donc est fort, et donc c'est un processeur à très basse consommation pour essayer de conserver un maximum d'autonomie. Mais surtout, elle se dote de nouvelles fonctions très intéressantes, et c'est vrai que c'est ce qui nous a un peu plus bluffé tous dans la conférence, durant la conférence, concernant la santé. On savait déjà que l'Apple Watch, Apple l'avait réorienté vers des fonctions de santé après un départ assez catastrophique dans le luxe. Et effectivement là, il y a plusieurs nouveautés qui sont très intéressantes, notamment le fait qu'elle va pouvoir faire un électrocardiogramme, vous donner un électrocardiogramme.
d'un simple tapotement sur la Digital Crown. Et aussi, par exemple, qu'elle peut détecter les chutes. Ça, c'est une fonction. Alors, on l'a pas essayé. Enfin, ça n'a pas été essayé sur scène. On va l'essayer quand on va le voir. On va essayer de se faire des petites chutes comme ça pour voir si elle est capable de le faire. Mais elle est capable, a priori, d'après Apple, de détecter, donc, grâce à des accéléromètres et des gyroscopes. Ça, rien, c'est des technologies qui existent dans les smartphones et les wearables depuis longtemps. Mais grâce à une nouvelle génération de ces capteurs-là, de permettre de détecter une chute et éventuellement d'appeler des secours ou un proche, etc., si une chute est détectée. Je crois que le scénario, c'est quelqu'un tombe, l'Apple Watch ne réagit pas, et elle attend 1 minute pour voir si quelqu'un bouge, si la personne ne bouge pas au bout d'1 minute. Là, elle met en route le système d'appel d'urgence et envoie la géolocalisation précise de la personne pour qu'on puisse venir la secourir. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, on voit que petit à petit, Apple rentre par la petite porte dans le domaine de la santé avec un produit qui est quand même assez étonnant, Rafi. Oui, mais en même temps, toutes les innovations qui sont introduites par Apple dans l'Apple Watch sont des choses qui existaient déjà dans un domaine qui était quand même très, très encombré, qui est le wearable de fitness. À part l'électrocardiogramme qui, en soi, est une quasi-nouveauté, parce qu'il y avait déjà des électrocardiogrammes portables, accessibles au grand public, mais l'avoir en permanence sur soi est une nouveauté. Mais pour le reste, tout ce qu'il rajoute, c'est tout ce que Fitbit fait depuis des années, avec la puissance d'Apple en plus et la visibilité d'Apple en plus. Certains choix sont même que je trouve absurdes. Par exemple, précisément, ce détecteur de chute. Le détecteur de chute, généralement, il existe en tant que produit pour personnes âgées, parce que c'est celles dont on craint qu'elles puissent tomber quand elles sont seules. Mais on a du mal à croire que vous allez acheter une Apple Watch à votre grand-mère et lui dire, et surtout, mamie, n'oublie pas de recharger ton Apple Watch tous les soirs. C'est vrai. C'est vrai. Et surtout, si elle tombe vers 19h, elle risque alors que aussi de la montre s'est arrêtée à 17h. On n'a pas le droit d'avoir un malaise après 17h. Voilà. Ouais. Non, on exagère parce que c'est 17 heures d'autonomie, mais on ne se lève pas à minuit aussi. Non, je sais pas. Mon Apple Watch, elle mourrait tous les jours à 17h. C'est vrai ? Oui. Mais à quelle heure tu te lèves ? À 5h. Mais, ah oui, c'est vrai. Mais c'était une façon commode de savoir qu'il était 17h, parce que la montre s'était arrêtée. Non, mais c'est vrai que Rafi n'a pas tort. Le troll de Rafi. Il y a un problème qui n'a pas été corrigé sur cette version qui, moi, me tient beaucoup à cœur, et j'ai l'impression à Rafi aussi, c'est l'autonomie. Puisque l'autonomie, qui a pourtant été applaudie par toute la salle, quand je ne sais pas si c'était Tim Cook ou alors le responsable de l'Apple Watch a dit en fait, elle a la même superbe autonomie de 18 heures que tout le monde applaudit pour ça. Non, c'est pas possible une autonomie de 18 heures pour même si ça peut tenir un peu plus longtemps si on n'utilise pas trop, mais bon, ce n'est pas suffisant. Et ça n'a pas bougé. Donc elle a toujours une autonomie qui n'est pas suffisante. Et effectivement, pour une détection de chute, si on l'achète à une personne âgée, même si moi je vois mal une personne âgée qui n'a pas eu avant de smartphone, donc, parce que si vous avez une Apple Watch, il faut aussi acheter l'iPhone qui va avec, évidemment, puisque ça ne fonctionne avec aucun autre appareil qu'un iPhone. Donc c'est vrai que ce problème de l'autonomie n'a pas été corrigé. Et malgré tout, ça reste un vrai souci pour l'Apple Watch, en particulier, et pour tous les wearables en général d'ailleurs. Mais bon, alors on est un peu vache avec l'Apple Watch, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'Apple essaie peut-être aussi de trouver un nouveau business, Rafi. On voit que le smartphone sature, on voit que Apple fait d'excellents téléphones, ça on est tous d'accord là-dessus, mais que visiblement l'innovation c'est difficile de la capter. En revanche, là il y a tout un boulevard sur la santé. Non oui, alors reste à savoir si le boulevard c'est la santé ou si la santé sert aujourd'hui de cheval de Troie pour Apple pour expliquer un produit et de rendre acceptable le fait d'avoir ce truc à son poignet. La première idée de l'Apple Watch quand il est apparu, c'était quand même d'être ce téléphone permanent que j'ai au poignet auquel je peux accéder très très vite pour avoir des informations permanentes, des notifications et des versions réduites de Est-ce qu'ils ont changé le discours parce que justement ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, le fait qu'on communique sur le fait d'avoir ces notifications sur le téléphone, ou parce que justement ils avaient d'ores et déjà imaginé que la deuxième ou la troisième génération de cette montre-là était plutôt dédiée à la santé?
Bah, à votre avis? Difficile à dire. Moi, je pense que clairement, ils ont repositionné le produit vers la santé. Mais en fait, il y a eu plusieurs étapes à l'Apple Watch. Il y a d'abord eu, pour moi, c'était aussi un produit vraiment luxe où ils ont montré. On sait déjà qu'Apple est une marque de luxe en un sens, mais avec la première Apple Watch, ils ont vraiment été très loin, parce qu'on se rappelle du modèle édition qui valait une fortune, et ils l'ont vraiment montré comme ils ont vraiment débuté comme une extension de l'iPhone. Aussi pour faire un peu de show, pour montrer, voilà, vous voyez, moi j'ai un iPhone, j'ai une Apple Watch et je suis riche. Mais sans forcément aller ni sur le sport, ni sur la santé d'ailleurs. Effectivement, comme le dit Rafi, il y avait déjà des spécialistes comme Fitbit qui faisaient des produits qui étaient plus évolués dans ce sens. Après, ils sont allés vers le sport, hein, notamment quand ils ont lancé leur partenariat avec Nike, c'était sur la série 2 ou 3, je ne sais plus, où ils sont allés davantage chercher les sportifs. Et là, cette année, ils montrent qu'ils veulent aller davantage vers la santé. Mais le projet santé chez Apple, il remonte à loin. Ils ont fait des investissements énormes là-dedans. Ils développent, il y a beaucoup de R&D, beaucoup d'argent dépensé en R&D sur la santé. Donc, ils ont un vrai projet santé, je pense, quand même. C'est pas juste, à mon avis, du marketing pour dire vous voyez comment que cette montre peut vous sauver la vie. Mais l'Apple Watch, je pense qu'au début, ils savaient pas trop comment la positionner en vrai. C'était il y a quelques années, on parlait que effectivement, on était déjà autour de cette table en disant que c'était le futur, les wearables. Et finalement, nous trois, on n'a pas d'Apple Watch ou d'équivalent autour du poignet. Et on en a eu. Et on en a eu, et justement, on n'en a plus, tu as raison. Pourquoi tu as enlevé la tienne, Rafi? Parce qu'elle s'arrêtait à 17h. Non, bon, j'ai eu la toute première génération. D'une part, elle s'arrêtait à 17h, et d'autre part, c'était un très très mauvais produit. Il était extrêmement lent, les applications étaient mal conçues, mal intégrées, etc. Mais là, ce modèle-là te donne envie ou pas? Pour une fois, oui. Maintenant, je suis tenté, encore que les aspects santé ne m'intéressent pas réellement. Mais pour revenir sur cette question de spécialisation santé, je ne sais pas si Apple a abandonné l'Apple Watch universel, qui était l'ambition du premier Apple Watch, où j'avais une version résumée de toutes mes applications, parce que ça marchait pas. Ça marchait pas parce que c'était mal foutu, parce que c'était très lent, parce que c'était inutilisable, ou parce que il est plus facile d'expliquer un produit très ciblé autour de la santé. Je ne sais pas. Mais est-ce que pour autant, ils ont abandonné l'idée de faire un micro-iPhone que j'ai au poignet? Ouais. Et je crois que l'enjeu véritable, c'est pas tant de faire des produits de santé que de faire l'avenir de l'iPhone, c'est-à-dire le micro-iPhone que j'ai à mon poignet et que je consulte de manière permanente. Mais là, on attend on va dire le next step, c'est le fait d'avoir une révolution en termes d'autonomie, parce que c'est ce que tu disais, hein, le seul problème de l'Apple Watch aujourd'hui, c'est que si tu oublies de la recharger avant de te coucher, voire même à 17h pour toi, elle s'éteint. Oui, et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème, oui. D'ailleurs, j'en profite pour reparler des gens qui ont inventé la montre connectée qui s'appelait Pebble, qui était une excellente marque et qui avait au moins l'avantage d'avoir une autonomie d'une semaine, c'était dans leur cahier des charges de base, ils avaient dit une montre. On ne peut pas avoir une montre qui tient une journée. Il nous faut au moins une montre qui tient une semaine. Et voilà. Ouais. Et je ne comprends pas, moi, pourquoi ce n'est pas au centre des préoccupations d'Apple pour ce produit-là. Parce que l'autonomie sur une montre, c'est indispensable. On ne peut pas... Là, par exemple, il y a toujours un problème sur Apple Watch. Ça a beau être un device qu'ils appellent un device santé, elle ne traque pas, par exemple, votre sommeil. Parce que c'est pas possible, parce qu'on n'a pas justement suffisamment d'autonomie. Il faut bien un moment, il faut la recharger. Voilà, exactement. C'est toujours pas possible. C'est vrai qu'ils se privent malgré tout de toute cette partie-là. Voilà, mais il faudra bien qu'ils y arrivent un jour, ceci dit. Alors, juste une petite parenthèse, tout à l'heure avec Victor Jakimovic, il nous présentera un bracelet qui détecte l'apnée du sommeil. Vous savez je crois qu'il y a 7 ou 8% des gens qui sont victimes d'apnée du sommeil, et donc ce bracelet le détecte. Alors qu'avant, pour détecter l'apnée du sommeil, il fallait aller dans un hôpital, dormir avec toute une batterie d'appareils qui détectaient en fait cette apnée. Et là, avec un petit bracelet, on arrive à savoir s'il y a un souci. Donc voilà, et on voit que Apple n'est pas sur ce segment-là du sommeil, parce que un problème d'autonomie. Il faudrait la recharger, mais quand on la recharge? C'est une bonne question. Alors,
L'autre truc qui est intéressant, au-delà de l'Apple Watch, c'est que tant qu'on n'a pas résolu ce problème de batterie, estimer qu'on va pouvoir faire des lunettes connectées qui sont encore plus consommatrices est ça sert à rien, est totalement illusoire. Ou alors on va porter ces lunettes pendant 1 ou 2 heures par jour. Ouais. Cela dit, dans les comment on appelle ça, dans les branches, là, on peut pas mettre de la batterie supplémentaire pour tenir un petit peu plus longtemps. Si vous avez des grosses branches, après vous allez avoir ce problème d'avoir des grosses lunettes, des trucs très moches que personne ne va avoir. En même temps, vu ce qu'on a aujourd'hui en termes de casques, de lunettes de réalité augmentée, quand on voit celle de Microsoft, qui est un peu énorme, c'est du B2B, mais celle de Magic Leap qui ont été présentées il n'y a pas longtemps, ça reste quand même des appareils qui sont très très gros, avec un câble qui vient jusqu'à un boîtier extérieur où il y a une batterie, mais c'est très contraignant. Et effectivement, ça reste aussi et ça a quand même une autonomie très limitée. Donc c'est vrai que là, écoutez, on n'est pas prêt. Il va falloir attendre encore quelques années pour voir un peu dans quelle direction tout ça va. On a fait le tour, Eric ? Oui, voilà, je pense on a parlé des tour, iPhones, on a parlé d'Apple Watch. Peut-être qu'une nouvelle keynote pourrait arriver d'ici la fin de l'année, parce qu'on murmure que de nouveaux iPad Pro seraient dans les starting blocks, peut-être aussi un nouveau MacBook Air. Nous, à la rédaction, c'est un peu ce qu'on attend le plus, c'est ce fameux nouveau MacBook ou MacBook Air, on ne sait pas trop comment il va s'appeler, mais moins cher, parce que là, la gamme Mac d'Apple est assez étonnante en ce moment et effectivement assez hors de prix. Donc effectivement, il pourrait arriver avec une machine moins chère, comme ils l'ont fait avec le MacBook Air il y a quelques années, et c'était plutôt pas mal. Ouais. Merci beaucoup Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com, et merci à Rafi de nous avoir apporté son expertise. Merci de m'avoir C'est toujours un plaisir d'avoir Rafi à la Gendre, de quoi je me mêle. Merci. Alors pourquoi entrepreneur multirécidiviste, tiens, quand on voit ça sur ton petit synthé, quand ça s'affiche? Parce que j'ai créé 20 entreprises et que passé 2, on devient multirécidiviste. Voilà, il n'y a pas de délinquance dans tout ça. Hein, non. Ça se voit. En plus, avec la belle chemise blanche que tu as, on voit que tu n'es pas un délinquant. Ce de quoi je me mêle n'est pas terminé, les amis. On se retrouve dans un instant avec Victor Jakimovic, qui va nous parler de choses passionnantes. Vous allez voir, si vous voulez ne pas vous faire pirater l'alarme de votre maison, restez là. Je pense que ça va vous passionner. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.